vous a mis des oreilles, vous êtes OK ? Ouais, bien sûr. Super. En tout cas, merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est des podcasts qui cartonnent. J'ai l'immense plaisir de recevoir Nicolas Chaban. Alors Nicolas, tu es le fondateur de C'est qui le patron, dont la tagline est la marque qui rémunère au juste prix son producteur. D'ailleurs, je dis tagline. Est-ce que vraiment c'est une tagline ? Parce que comme il n'y a pas vraiment de marketing chez vous, je ne sais pas si on a le droit de dire le mot tagline, mais on verra ça plus tard. Le premier produit de la marque qui a été lancé, c'est une brique de lait. Maintenant, il y a plus d'une trentaine de produits. C'est qui le patron ? Genre des pommes, du beurre, des œufs, des concassés de tomates, du miel, du jus de pomme, on en a là, une brique de lait, bref, il y a plein de produits. Nicolas, tu es un de ces entrepreneurs qu'on a envie d'écouter pendant des heures, en tous les cas que moi j'ai envie d'écouter pendant des heures, parce que tu as cette force tranquille de l'homme qui est guidé pour créer de la valeur, pour faire le juste, le bien, le bon, et ce de façon collective et pas du tout en mode perso, à vouloir amasser le plus d'argent possible pour t'acheter une Ferrari. Et donc je mise très gros sur toi pour cet épisode, pour que ce soit une sorte de mini-cours d'entrepreneuriat comme on les aime. Grosse pression. Nicolas, bonjour. Ah non, c'est merveilleux. Après, c'est dur de dire le moindre mot derrière ça, mais bon, on va... En restant vrai, ça devrait aller. Justement, est-ce que tu as une Ferrari ? Alors non, j'ai pas de Ferrari, j'en aurai jamais. J'ai plus que ça. On peut être riche d'un truc qui rend 100 fois plus heureux. On va en parler. Ça t'intéresse pas du tout, ce genre de truc ? Non, mais moi, j'avais une famille, en fait. Mon grand-père était dans l'agroalimentaire. Tout à fait. Il avait fait fortune. Il explique quand même ce qu'il a fait. Il a fait fortune, mais de la plus belle des façons, en étant droit, honnête. Il était plutôt pigeonnable. Il se faisait parfois avoir. Mais il avait ramené notamment des produits d'outre-mer en France. Le poivre vert, c'est un des premiers qui a ramené du poivre vert. Donc j'ai connu cette enfance assez tranquille. Donc j'ai pas rêvé en fait de cette fortune matérielle. Je suis pas en train de dire que c'est pas sympa d'avoir un peu de moyens financiers. Mais vraiment, en se levant le matin, c'est pas le truc qui rend le plus heureux. On va revenir bien sûr sur C'est qui le patron et toutes les autres boîtes que tu as montées. Juste avant, je rebondis sur ce que tu as dit. C'était un homme droit, il s'est fait un peu pigeonner, etc. Est-ce que, Nicolas, tu penses qu'on peut être un grand patron tout en étant loyal jusqu'au bout, sans avoir de casserole, sans faire de... Alors, on peut l'être, et surtout, on n'a pas d'autre choix. Moi, je parle de mon grand-père, mais quand tu es comme ça, quand viscéralement, ton éducation t'a mis en situation de prendre plus de plaisir à partager, à donner, à recevoir aussi, mais dans une proportion normale, tu ne te poses aucune question. Donc là, l'entrepreneur, il est ou comme ça, viscéralement, ou pas. Si tu le fais à 95% avec un peu de stratégie de com pour bien faire, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une petite vibration un peu immatérielle. C'est souvent l'image de vous expliquer à un enfant pour le préserver que en lui mentant un peu, qu'il y a une chose pour la diminuer, il sent que vous ne lui dites pas la vérité. Il y a cet instinct-là. Tu lui dis un truc un peu cash, parfois un peu dur, mais qui est là pour être constructif, il t'en est tout à fait reconnaissant. Je ressens ça mon père de famille. Et donc je crois qu'on est dans cette relation-là aussi quand on fait des choses collectivement. Où c'est vrai, où ça l'est pas. Il faut que les entrepreneurs soient autre chose que des entrepreneurs techniques. Il faut qu'ils soient des entrepreneurs sincères, profonds, réels. Alors, juste parce que du coup, on n'a pas présenté la marque. En gros, combien coûte une brique de lait ? 1,27 €. Comment tu décomposes ? 54 centimes pour les producteurs. Et là, c'est important de dire, il faudrait que ce soit pareil sur tous les produits agricoles en France. C'est le producteur, les producteurs individuellement qui ont demandé ce prix. Hein, je répète, je prends un peu de temps, c'est pas combien vous voulez, puis tu as un représentant des producteurs qui arrive qui dit écoutez, vu le contexte, à ce prix-là, ça ira bien. Oui, non. Ils sont tous mis d'accord sur le fait qu'ils ont besoin. Voilà, et vote même individuel depuis chez eux. Ils ont besoin pour être flat ou ils ont besoin pour gagner de l'argent ? Ils gagnent leur vie. Ok. Ils prennent des vacances, ils sont heureux en famille, ils respirent, ils travaillent 7 jours sur 7, mais pas pour rien, et ils peuvent prendre du temps avec leur famille. 54 centimes, c'est le plus important. Okay. Au-dessus, il y a les 5%, on les a un peu réduites, c'est qui le patron, pour faire fonctionner tout le système. Mais à la fin de l'année, comme ça cartonne, l'argent qui reste repart vers du soutien aux producteurs, en direct ou via Solidarité Paysan. On remplit des frigos de gens qui n'arrivent même plus à se nourrir. Et puis après, au-dessus, il y a un bloc de marge avec la TVA. Ce bloc de marge, il a été génialement conçu puisque nous, on n'a pas le droit, comme on a une licence, on n'a pas le droit d'arbitrer les marges. On ne dit pas toi tu gagnes tant et toi tu gagnes tant. Parce qu'il ne faut pas non plus, pour qu'un produit durable, il ne faut pas faire l'erreur de se dire on enlève les marges de tout le monde. Parce que dans 8 mois après la com, il y a un chef de rayon qui arrive, il ne connaît pas trop le produit, il voit une marge trop basse, il appuie sur le bouton supprimer et il n'y a plus le produit dans le magasin. Donc il y a un bon équilibre pour tout le monde gagne sa vie, c'est raisonnable. Et on peut se dire qu'en France, une brique de lait, ça vaut 1,27 € pour que le producteur, qui nous nourrit tous les jours, soit heureux. Quand vous voyez une brique de lait moins chère,
Il y a moins cher? T'es cher? Ouais, bien sûr, il y a moins cher. Non, on est au bon prix. Il y a plus cher aussi, notamment avec les bouteilles. Il faut arriver à se dire un truc... Attends, comment ça peut être moins cher? Alors, ça peut être moins cher parce que les producteurs... trop belle question, passe décisive. Comment un lait peut être moins cher que celui-là? Parce que le producteur n'a pas les centimes qui lui seraient nécessaires pour vivre dignement. Mais ce que je crois, c'est que quand on l'appelle pour lui dire « je veux du lait », il dit « bah voici mon lait ». C'est 54 centimes de la brique. Alors, c'est ce qu'il demande à tout le monde potentiellement, puisque c'est le prix le plus haut en France, mais en fait, c'est le bon prix. Hein. Tout ce qui est en dessous n'est pas très normal. Et on lui répond, il y a un marché, vous comprenez, si à un moment donné, on se met à ce prix-là, on ne le vendra pas, donc on ne pourra même pas vous aider. Donc, on a calculé, on peut vous donner ça. Et voilà comment, depuis des années, cette surface un peu molle, fragile, qu'est le producteur qui se défend pas parce que lui, il bosse tous les jours et qu'il prend ce qu'on lui donne, a un peu les miettes du système. La bonne nouvelle, il faut rendre hommage à d'autres démarches. Il y a Cantabelote, il y a d'autres laits qui aident les producteurs. Il y a maintenant des MDD qui font des efforts, les marques distributeurs. Mais à une époque, c'était l'enfer. C'est-à-dire que tu étais producteur, tu bossais 7 jours sur 7. Je veux prendre une minute. Lundi, mardi, mercredi. Là, ça fait 5h30 du matin, 20h. Première traite à 6h30, deuxième traite à 18h30. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, waouh. Et là, c'est pas week-end, repos, on va voir un spectacle. Non, samedi, 5h, 6h30 du matin à la traite, 18h30. Dimanche, 5h30, 18h30. Et tu repars lundi, le matin. Et là, t'es pas en train de faire quelque chose qui a peu d'importance pour les autres. Tu nourris les autres. Ces gens qui nourrissent les autres tous les jours, ils n'ont pas de quoi se nourrir. Ils ont une famille, ils partent pas en vacances. C'est la plus grande injustice absolue qui soit. Pour des gens un peu plus cyniques. Pas que les producteurs de lait. Alors, tous les producteurs en France. Voilà. Alors, il y a quelques-uns qui vivent bien, mais c'est quand même trop peu. Et là où c'est une injustice qui se double d'une réalité, parce que j'essaie, moi, de faire réfléchir tout le monde, il y a ceux, on reparle, bravo pour ton exemple de départ, de celui qui fait du business un peu cynique. C'est fou, hein. Tu arrives au bureau, tu décroches ta culpabilité, ton sens de responsabilité, tu arrives, tu fais ton job, tu rentres chez toi, après tu as des enfants, tu sais de bien les élever. C'est quand même la schizophrénie du monde professionnel et du monde personnel. Ces gens-là, je leur dis, il n'y a plus le choix. Mettez des produits en rayon qui permettent aux producteurs de vivre de leur métier. Pourquoi? Parce que si demain, les producteurs sont plus là, on reprend des chiffres rapides, 1 500 000 exploitations en 1970. Aujourd'hui, 395 000. Voilà. Dans 5 ans, l'INSEE dit la moitié part à la retraite. 395 000, 200 000. Mais qui va nous nourrir? Est-ce que quelqu'un qui ne gagne pas sa vie va dire à son fils, bon, tu m'as vu galérer, jamais de vacances, du lundi au dimanche, à toi de jouer? Personne ne fera ça. Donc il faut aujourd'hui que ceux qui nous nourrissent tous les jours arrivent à se nourrir. C'est de la nourriture. On ne parle pas de boulons de voiture, quoi. On est en train de parler de quelque chose qui arrive dans nos assiettes, les assiettes de nos enfants. Faisons en sorte que ces gens-là soient juste bien. Le jour où ils sont plus là, qu'est-ce qui reste? On va faire le truc dans l'ordre. Il reste la nourriture d'importation. C'était ce que les grands experts de l'agroalimentaire disaient. Bon, si ça baisse un peu ici, il y aura de l'alimentation de l'extérieur. Mais dans le contexte actuel, la nourriture qui vient de l'extérieur, les bateaux du bout du monde, ils serpentent entre des conflits, et puis on est de plus en plus nombreux. Et puis comment c'est s'il n'y a pas un pays qui va dire, bon, tous les œufs là, j'achète. Ils ne viendront plus ici. Les fruits et légumes, il y en a 1 sur 2 qui manque en France. C'est pour ça qu'on s'est mis à défendre là récemment les fruits et légumes français, pour que les gens arrêtent d'arracher leurs arbres. Même système que pour le lait. On découvre que pour les cerises, question posée, Nicolas Laurent, un des producteurs, combien il te manque sur un kilo? 1,50 €. Ah ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vend, il vend la cerise à un prix donné, et il s'en sort pas, il arrache ses arbres, il s'en sort pas. Nous, consommateurs, tu vois, comme c'est pas des questions d'experts, et on arrive, on dit, combien il te manque sur 1 kilo pour vivre de ton travail? Il manque 1,50 €. Ok. Après, on se tourne vers les gens du bureau qui connaissent ça. Il y a des ingénieurs agro qui sont précieux et qui nous aident. Combien il faut? Combien on consomme par an de cerises? On en consomme en moyenne en France 400 grammes. Je dis, attends, 400 grammes fois 1,50 € à rajouter, ça fait 60 centimes par an. Et là, tu te dis, mais attends, mais comment ça se fait qu'on nous a parlé que du premier prix, il faut le prix le moins cher, etc. Alors que sur ces produits-là, les vitaux essentiels pour la suite et pour aujourd'hui,
on apprend qu'en rajoutant 60 centimes sur nos dépenses annuelles, lui, il arrête d'arracher ses arbres. Il y a des cerises françaises qui permettent de longtemps, et c'est pareil pour les pommes. Là, il y a les oignons, les échalotes, tout arrive là. À chaque fois, c'est très peu pour nous, c'est énormément pour eux. Même si on n'oubliera jamais les 30% de familles, 22 à 30% de familles qui ne peuvent pas rajouter ces centimes. Il faut leur trouver des solutions parce que quand tu n'arrives pas à nourrir ta famille jusqu'à la fin du mois, on te parle de quelques centimes. Tu as beau avoir très envie, tu ne peux pas. Mais les 70%, c'est eux qui ont réveillé toute l'histoire, qui ont fait le succès de C'est qui le patron. On est 70% en France à pouvoir mettre 4 € par an sur le lait, 60 centimes sur des cerises, 1,60 € sur du jus de pomme. Enfin, je vois les produits que j'ai devant moi. C'est rien du tout. C'est le prix de la vie de gens qui nous permettent d'être en vie et de continuer de vivre tous les jours. Voilà. Et sur un tout autre domaine qui n'est pas rémunérateur, mais il y a de moins en moins de gens qui consomment de lait de vache. Il y a des allergies, il y a aussi des convictions. Ça, après, il faut le respecter. Il y a tout un pan de consommation maintenant de lait végétal, mais le lait, c'est pas uniquement le lait consommé comme ça en direct. Il y a beaucoup de lait aussi de transformation dans les produits. Donc oui, il y a moins de consommation de lait. Et ça, ils le ressentent, les producteurs, là, qu'on consomme moins de lait ? Oui, depuis des années. Il y a moins de lait de consommation. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu as le rayon du lait qui baisse de 3 ou 3,6%. Et là, tu as cette brique de lait déjà la plus vendue hors MDD, qui avec tous les autres produits monte de 10,6%. Donc tu as le marché d'avant, le monde d'avant qui plonge, et tu as cette brique qui redonne le sourire aux producteurs, ou les produits qu'aident les producteurs, qui montent. Il faut peut-être se poser une question. Il y a moins de consommation de lait, mais il y a plus de consommation de lait solidaire. D'accord. Mais donc, tu penses qu'on peut être successful et loyal ? On sera successful uniquement si on est loyal. Jusqu'alors, on pouvait, avec ce tour de magie génial du marketing de la com, faire des choses comme ça. Mais là, les enjeux sont pas possibles. Tu te rends compte, quand tu relèves la tête, que t'es conso, que ton acte d'achat organise tout le monde qui nous entoure. Tu dis, attendez, je veux plus être complice, moi, volontairement, de la destruction de cette valeur qui, en plus, détruit mon propre environnement direct. Alors, Nicolas, tu vas demander à des entrepreneurs... Ça répond à ma question. Est-ce que tu penses qu'on peut être un homme d'affaires loyal et successful ? Alors, dans le monde d'avant, tu rentrais dans un système où tu étais un père de famille tout à fait humain, sympa, moi j'en ai connu plein, qui arrivait dans un bureau et là se mettait techniquement en situation de prendre un habit, qu'il fallait faire du business, des parts de marché. On parlait des consommateurs comme d'un peuple lointain, un peu extraterrestre. Alors il faut qu'on fasse un produit pour que les consommateurs achètent. Enfin, bon, il y avait une déconnexion complètement différente. Mais là, le monde a bougé, c'est-à-dire que la preuve est faite. On va être concret encore. Mais quand tu fais avec des valeurs, avec de la loyauté, une aventure, avec de la transparence, tu dis où va l'argent, à quoi il sert, eh bien, ça devient la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans en France. Ça veut dire que le monde économique n'a pas créé depuis 10 ans une marque qui se vend plus que celle-là. Pourquoi ? Pas parce qu'elle est la moins chère et que la stratégie est la plus pertinente à l'ancienne pour faire vendre un max de produits. C'est la marque nouvelle la plus vendue en France depuis 10 ans parce qu'elle est solidaire. Donc, on voit bien que toutes ces valeurs dont on parle, je réponds à la question, est-ce qu'on peut faire une réussite en étant loyal ? Les entreprises qui continueront de prendre l'argent collectif comme ça de tous ceux qui consomment, nous les consommateurs, sans nous offrir des garanties de ce qu'ils en font, n'auront plus de succès. Et aujourd'hui, je le sais, puisque des grands groupes, des grands patrons, je cite pas de nom, mais il faut voir les gens qui viennent nous voir en disant « Bon, on a compris que le capitalisme à l'ancienne, ça allait pas tenir. Comment vous avez fait, vous, simple consommateur, vous créez une marque, vous n'avez pas de commerciaux dans les magasins, pas de force de vente, pas de pub à la télé. Ça devient la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans. » Et en fait, quand je leur explique, ils attendent une recette technique. Ils attendent, écoute, voilà, tu prends ton business plan, tu fais ci, tu fais ça. Non, moi, on n'a pas ça. Nous, on l'a fait avec les tripes, le cœur, émotionnellement. Puis guidé peut-être par autre chose que l'argent. Ah oui, là, tu peux plus. C'est-à-dire que là, on arrive à un point clé. Tu peux pas, à un moment donné, je reprends un truc très concret, dire, voilà, j'ai une bonne idée. On dit à des consommateurs de voter. Ils vont voter pour un produit, puis on va le commercialiser, puis on va gagner de l'argent, puis eux l'achèteront. Ce jeu-là, il s'arrête quand c'est nous. Quand c'est nous, on crée une brique de lait, on en fait quelque chose de simple et de sincère pour aider les producteurs, et à la fin, tout l'argent récupéré ne va pas enrichir un groupe, un fonds, une banque ou des individus, des fondateurs. On va rassembler cet argent issu de tous les efforts qu'on aura fait pour le ramener vers le producteur.
Donc, pour répondre à la question, on pouvait réussir avant en n'étant pas ce qu'un entrepreneur devra être demain. Ça marchait, mais ça ne marchera plus. Voilà. C'est en train de... Ce système-là, le tour de magie de la com et du marketing, Ça répond pas à ma va question. s'arrêter. J'ai juste besoin d'un oui ou d'un non. Alors, Est-ce que tu penses qu'on peut être un homme d'affaires successful tout en étant loyal? dans le passé, on pouvait être un entrepreneur successful sans être loyal. Et à la limite même, sans doute que certains réussissaient bien parce qu'ils n'étaient pas très loyaux. Non, mais c'est ça le sens de ma question. Donc c'était sur le passé. Mais si on se tourne vers l'avenir, Non, mais même aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, la majorité des hommes d'affaires Ouais. successful, on va pas faire un cours de français, mais à la question très concrète, est-ce qu'on peut réussir aujourd'hui encore? La réponse est oui, puisque ça continue de fonctionner. Demain ou après-demain, dans un avenir proche, non. Voilà. mais en fait, ma question, c'est marrant. Je te demande, est-ce qu'on peut être un homme d'affaires et toi, non, mais tu parles de l'entreprise. Alors que ma question, elle est sur l'homme Ouais. qui est derrière l'entreprise. Et c'est marrant parce que t'es tellement dans le collectif. Ah oui, j'arrive pas à le ramener à la, Oui, à la alors notion que moi, la de... question, c'est l'homme d'affaires derrière Ah, mais l'entreprise. c'est fini ça. C'est fini. Non, mais c'est L'homme d'affaires toi, providentiel qui parle pour au nom toi, de mais tous. pour une grande majorité des boîtes, encore plus dans cette société où le personal branding est hyper nanana, on se met tous en avant, moi j'ai monté cette boîte et tout. Et donc c'est marrant, quand je te demande est-ce qu'on peut être un homme d'affaires successful, tu me parles de l'entreprise qui peut pas arnaquer ses consommateurs, alors que le sujet il est pas là. Ouais, parce que je ne me sens pas... Je l'assume parce que j'essaie aussi d'essayer de passer ce message en douceur, humblement à d'autres entrepreneurs. Mais moi, je me sens pas ni homme d'affaires ni entrepreneur. Mais comment ça, t'es pas un entrepreneur? Ah bah non, je suis un consommateur au milieu de tous, qui à un moment donné a une idée, mais qui n'a pas un centime, qui est créé par mon talent magicien. C'est l'argent de tous qui est dans cette aventure. Donc, on arrive à un Mais truc c'est très pas un simple. gros mot, entrepreneur. J'ai l'impression que tu le vois un peu comme un gros mot. Je le vois pas comme un gros mot. J'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs parce qu'on va dire quand même un mot sur des entrepreneurs qui se battent tous les jours, qui arrivent, qui mettent leur argent, leur énergie, qui passent des années difficiles pour créer quelque chose de bien et qui créent de la valeur. Bravo, il y a pas photo. Mais dans ta question, j'avais plus en tête l'entrepreneur un peu à l'ancienne qui, en n'étant pas forcément hyper loyal et valeureux à tous les niveaux, réussit quand même. C'est vrai que c'est pas demain matin que ça va s'effondrer. Mais on sait que l'avenir... En fait, on peut pas avoir un système comme ça qui continue. Parce que regardez ce qui se passe autour de nous, quoi. Tout est en train quand même de se fragiliser. En même temps que tu te rends compte que tout se fragilise, tu prends ce chemin-là, tout petit, hein. Les gars, on se rassemble, on se parle, on fait des votes froids. Depuis chez nous, il n'y a pas de réunion avec des chefs, des sous-chefs. On décide de ce qu'est un produit, on vérifie que le producteur gagne sa vie. On fait juste ça. On en parle un peu autour de nous, pop, marque nouvelle dans l'agroalimentaire la plus vendue de France. Ça fait 3 fois que je le dis. Mais pas pour les podiums, pour les chiffres, pour dire que c'est le chemin de la suite. Maintenant, j'arriverai pas, moi, à effectivement, en t'écoutant, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à passer par la case entrepreneur. À dire je, quoi. Ouais, non, ouais. Bah non. Bah ouais. Non, mais c'est pas la réalité si je dis, écoute, moi, Nicolas Chabanne, Bah, c'est lundi matin, j'arrive et puis je coordonne. Je vais te dire mon vrai rôle en fait dans l'histoire, qui est pas anodin. Hein, j'essaie de donner de la valeur aussi à ce que je fais quand même, mais c'est de rappeler en permanence comment est née l'histoire. Ça, c'est un énorme à tout le monde en disant il faut se rappeler comment est née l'histoire parce qu'elle est comme ça aujourd'hui. Hein, elle doit jamais être autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une famille de consommateurs, pas dans de l'expertise. On n'est pas une start-up, on est une initiative, une mobilisation solidaire qui est devenue des produits. C'est pas une stratégie qui a fait des produits. Et cette mobilisation-là, pour qu'elle fonctionne, il faut bien la garder dans cette ADN-là. Quel est l'intérêt que je décrive cette aventure à travers un jeu? Non, mais j'ai lancé l'aventure. Déjà, en vrai, ouais. Ça, je suis très fier. Après, il ne faut pas que je fasse de la fausse modestie. J'ai du bonheur à me dire, waouh, un jour, au pied du Ventoux, là, cette nuit-là, quand j'ai cette discussion avec le conseiller qui me dit, mais les producteurs de lait, un se suicide tous les jours en France, il faut qu'on fasse quelque chose. À 3h du matin, quand je me réveille, je me dis, mais attends, c'est quand même notre argent qui achète du lait. J'ai appris qu'il fallait 8 centimes par litre pour que le producteur vive sur un litre de lait. Si on les rajoute, ça fait 4 € par an.
Si personne ne veut le faire, on va le faire. C'est comme ça qu'est née l'idée. Mais derrière, tout le monde ne sait pas faire ce que tu as fait, en fait. ouais, je pense que tout le monde le fait tous les jours, ce que j'ai fait. Une bonne idée, c'est chez tout le monde en même temps. Il y en a un qui déclenche le truc et tu as une fréquence collective qui fait que tout le monde se dit « Ah waouh, ouais, c'est une bonne idée ». Alors, ce que je fais, effectivement, peut-être d'un peu différent, c'est que quand je me retrouve en face du patron de Carrefour à l'époque, là, comme je ne suis pas, moi, dans ma tête, ni une start-up, ni une entreprise, que je sais déjà que ça va être une aventure collective, que je sais déjà que je ne vais pas m'enrichir personnellement, que l'argent va le ramener au producteur, je lui dis « Bertrand Swiderski, Jérôme Bédier, vous n'avez pas un fournisseur en face de vous, hein. Me parlez pas comme ça, vous avez un client des magasins. Moi, je suis là, on va s'y mettre, on va prendre du temps, on va créer une brique de lait, on va dans vos magasins, mettez-la en rayon dans des bonnes conditions. » Donc, je parle avec plein de respect comme un consommateur. Si j'arrive en chef d'entreprise à ce moment-là, oui, avec un pilon en anglais, je ne connais même pas, j'arrive même pas à le refaire. Bon, je sais pas, voilà, j'ai fait un truc, j'ai des plans, on va prendre tel niveau de part de marché, vous allez nous faire ça, des ristournes, des trucs. Non, on voit bien caricaturé, c'est un peu caricaturé. Mais si j'arrive comme ça, ben, ils se disent, ok, c'est une marque de plus, mettez-vous derrière la longue file d'attente des gens qui nous vendent par des marques des produits. Et là, on n'aurait pas eu ça. Alors que là, regarde, le truc fabuleux. Jérôme Bédier, patron de la grande distribution, quand on discute à l'Alma de tout ça, je me rappelle du déjeuner, eh bien, il me dit, ouais, ok, ouais, j'ai envie d'y aller. Je lui dis, mais vous y allez, c'est beau, hein. Vous êtes famille producteur, vous êtes du Forest. Franchement, vous allez mettre une brique. Vous vous rendez compte la chance qu'on donne à des consommateurs que nous sommes d'aller acheter un produit qu'ils ont co-créé pour aider les producteurs. Putain, mais endormez-vous heureux ce soir. Juste un peu en ce moment. Ça le fait marrer. Et 2 jours après, son assistante me dit j'aimerais bien, s'il vous plaît, Jérôme Bédier voudrait être sociétaire de la COP, la coopérative. Wow, putain, bon, patron de Carrefour. Coopérative de consommateurs. L'équipe me dit, ouais, bon, c'est un peu de la com aussi, peut-être, c'est de la stratégie. Et moi, je leur dis, non, je crois pas. Je crois que vraiment, je l'ai vu en face de moi, quoi. On s'est parlé vraiment de tout ça. Et puis, il devient sociétaire, 3e sociétaire de la coopérative. Et puis, il quitte Carrefour. 2 ans et demi après, réunion, comme on le fait chaque semaine avec tous les consommateurs sociétaires. On parlait de la couleur des œufs, je crois, un truc comme ça. Et à la fin de la réunion, il y avait 80 personnes, 3 questions. Moi, j'animais, et puis je vois Fabrice, Virginie et Jérôme. Je donne la parole à Jérôme, il n'y avait pas la caméra. Et il dit, écoutez, moi, je crois que les œufs en rayon, il faut quand même avoir en tête que... Alors, je le coupe, je lui dis, attendez, excusez-moi, vous êtes Jérôme Bédier ? Oui, c'est moi. Il était là, 3 ans après, en n'ayant rien à gagner. Pour Carrefour, il n'était plus chez Carrefour. Il avait considéré que cette aventure, elle était née... dans une dimension qui lui convenait en tant que personne. Je rebondis sur la couleur des œufs. Les couleurs, c'est vert, jaune. Les couleurs des boîtes. Les boîtes. Les 2 couleurs qu'on voit le moins dans un rayon entier d'œufs, c'est... Alors, je vais le dire avec mon super accent du Sud que j'adore. Rose et bleu. On fait une boîte d'œufs que vous avez toujours, rose et bleu, un truc... Tu le mettais en rayon, c'était incroyable. Et l'acheteur des œufs, il m'appelle, il me dit « Bonjour, acheteur des œufs de Carrefour, à l'époque encore, c'était le premier Carrefour à avoir fait tout ça. Je ne mets pas ces œufs en rayon. C'est pas les codes du rayon. » Je lui dis « Mais c'est pour ça qu'on les avait comme ça. Vous savez, on est des consommateurs. Si on vous dit qu'on les achètera en les voyant mieux comme ça, donnez une chance aux produits d'être en rayon, on verra bien. » Il s'énerve un peu. 3 mois après... carton plein sur les œufs, il me rappelle et il me dit, bon, ça arrive parfois de se tromper, c'est vrai que je suis allé en rayon, je les ai vus à 30 mètres. Donc on voit comment des choses toutes simples, j'ai 30 anecdotes comme ça, de bon sens, peuvent aussi changer les choses, et on voit que dès qu'on sort de ce monde un peu par défaut, un monde un peu empirique par défaut, où on a des habitudes, où des habitudes deviennent des réalités, alors qu'une habitude, quand elle n'est pas... très bienveillante, il faut peut-être, ou valeureuse, il faut peut-être la changer. Bon. Cette remise en question par le bon sens, contre la notion d'expertise et d'habitude par défaut, c'est qui le patron. C'est des consos qui disent, on fait une brique de lait, notre argent aide les producteurs, on veut voir la brique en rayon, enlever le carotène du beurre, on a récupéré 1 centime, c'est un colorant qui rend le beurre de même couleur toute l'année. Pourquoi on s'en fout de ça ? C'est bien quand on voit les saisons faire évoluer entre les fleurs, les herbes plus ou moins grasses, on voit la couleur du beurre comme nos grands-parents le voyaient. On a enlevé le carotène, le centime, on l'a donné au producteur. Des choses très simples. C'est qui le patron ? C'est la réussite collective d'abord d'une famille de gens qui sont réunis autour de bon sens, collectif, simple, bienveillance. Ces 2 piliers-là, tu les mets en place avec de la transparence,
ça a une chance de devenir le monde de demain et surtout, c'est inarrêtable. Vous savez à quel point ça change la vie des familles, des producteurs, de rajouter quelques centimes. C'est un moteur durable. Parce qu'aujourd'hui, comment c'est structuré, C'est qui le patron? Alors, il y a une coopérative qui est la patronne absolue du système depuis le début, c'est une coop de consommateurs. Mais avant même, ça c'est la première chose, parce que toi, tu montes cette boîte, tu déposes des statuts. Alors si je refais sous le prisme de l'entrepreneur, moi je crée cette structure, et je faisais les gueules cassées aussi, qui existent toujours, qui étaient les légumes qui étaient déjà moches, oubliés. Moi je le crée, je me dis, on crée une aventure collective. Ça s'appelle la marque du consommateur, ça va aider les producteurs. Je sais très bien qu'il faut qu'on s'y mette tous, sinon seul je vais faire quoi? Plus j'avais pas envie, moi j'aime pas faire les trucs tout seul. Et là, il y a, pour accélérer, une coopérative et 2 structures qui sont des SAS plus traditionnelles. Parce que, pour revenir quand même à un point important, ce que tu soulignais, il faut garder le côté entrepreneur. Je dis à tous les entrepreneurs, demain, vous n'allez pas être dans des entreprises, on va créer les entreprises du partage, où tu as des consommateurs qui arrivent le lundi, qui te disent à droite, à gauche. Non, l'entrepreneur, il dirige au quotidien, mais dans des intérêts partagés. C'est un peu ça, les entreprises du partage qui vont se développer. Moi, quand je crée le système, je me dis, OK, tu as un petit grain qui fait que personne ne touchera jamais à cette boîte. Et là, les conseillers me disent, si tu as cette idée que c'est invendable, qu'il n'y aura jamais de dividende, qu'il n'y aura pas d'enrichissement personnel, celui qui peut le plus le protéger, c'est toi. Alors, je me retrouve dans un drôle de truc, parce que j'aurais aimé, dès le départ, avoir un truc très collectif, mais je me retrouve à le protéger, et je me retrouve actionnaire. C'est-à-dire que je m'en suis même pas rendu compte. Je vous assure, je m'en suis pas rendu compte, puisqu'il a fallu, il y a 2 ans, on m'a dit, mais tu sais que tous les ans, tu pouvais appuyer sur un bouton où tu mettais 500 000, 800 000 euros de côté. Bon. Mais comme dans mon esprit, on avait automatisé tout ça, on avait fait en sorte que la coopérative ait un droit de veto qui rende impossible le fait que ça arrive. On avait déjà fait des choses. Et bien là, on est allé au bout de la logique avec la fondation actionnaire, c'est-à-dire que quelqu'un m'a dit, OK, tout ça est bien bordé, c'est impossible à revendre sans l'accord, il y avait des droits de veto, mais il y avait encore des possibilités que mes enfants, je disparais, ça vaut quand même quelques millions d'euros, une aventure qui est aussi profitable, et une marque comme ça, on m'a dit, ça vaut beaucoup d'argent, quoi. Et tu les as un peu déshérités. Eh oui, avec leur accord, parce qu'en France, tu ne peux pas le faire sans l'accord des enfants. Je leur ai dit, c'était à peu près ça, les 3 étaient là avant, je leur ai dit, écoutez, en fait, là, j'ai besoin que vous signiez, vous donniez un accord pour que cette structure, lorsqu'elle va vous revenir, techniquement, elle soit pas à vous. Elle soit au bien commun, que ce soit une maison de protection des producteurs. Mais là, je vous assure, ça a pris 1/10 de seconde. Ma fille, Clara, elle dit, non, je ne peux pas à peine en parler. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant, machin, bon. Donc, ils étaient déjà dans cette logique à 200%. Mais ça, c'était le plus beau moment. Mais si j'avais dû en avoir qu'un, c'était ça. Pour moi, c'était ce moment où mes enfants avaient compris pourquoi on avait fait tout ça comme ça. Donc, pour finir avec ça, la fondation actionnaire, elle fait que pour toujours, l'heure que tu auras passée en allant dans un magasin, en interpellant un directeur, en allant voir un producteur, en poussant, en bouche à oreille et en faisant un immense succès de cette aventure, eh bien, tout ça, c'est pour toujours. Voilà, les producteurs, c'est invendable. C'est impossible à céder. Il ne peut pas y avoir d'enrichissement personnel aujourd'hui et il ne pourra pas y en avoir demain. Thierry Cotillard, récemment, quand il apprend tout ça de Intermarché, dit on va accélérer sur l'initiative, mais j'aimerais quand même aller plus loin. Tu pourrais me donner tous les comptes de C'est qui le patron? Je lui ai dit OK. Il a eu tous les comptes. Avec son directeur financier, ils ont regardé parce qu'ils voulaient voir si, au-delà du discours, il n'y avait pas quand même une partie d'argent qui sortait du système. Tout est clair. C'est pas pour vous dire qu'on est des gens incroyables, c'est pour vous dire que magasin, mettez ses produits en rayon, ça aidera les producteurs d'aujourd'hui, de demain, c'est vos consommateurs, nous on est les clients de vos magasins, mettez-les. Parce qu'il y en a encore un paquet qui pensent qu'on est peut-être une astucieuse aventure de communicants. Mais donc, depuis 2017, tu as lancé cette boîte? Ouais. Tu as gagné beaucoup d'argent? À titre personnel? Ouais. Non, moi c'était un peu l'inverse, mais je veux pas effrayer les gens avec ça. En réalité, ce que j'ai fait moi à titre personnel, c'est... au début, j'ai investi à titre personnel. Ouais. Et comme je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai insisté pour que le système se mette en place, mais qu'il n'y ait pas de fonds de banque. Ça veut dire que j'ai créé, je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais un peu la tête dans le tunnel. Bon. J'ai créé des dettes, surtout avec des dettes. Bon.
Et jusqu'au bout, il y a un moment donné où j'aurais pu récupérer une somme d'argent parce que ça marchait, que c'est le moment où les comptables te disent « Bah attends... » Serre-toi, quoi. Non, mais serre-toi, mais même rembourse-toi. Et en fait, c'était pas possible pour moi parce que je me disais « Mais attends, s'il y a la moindre personne extérieure qui dit « Ah bah tiens, il vient de récupérer un chèque », je voulais pas. Donc c'est ma rémunération qui est allée petit à petit en 9 ans. Et là, j'arrive quasiment au bout de 9 ans de tout ça. Pourquoi j'essaie de pas trop le raconter ? Parce que j'aime bien dire la vérité, donc je la dis. Mais en revanche, j'ai pas envie que les entrepreneurs qu'on va inviter à faire pareil se disent que c'est 9 ans de prise de risque personnelle. Moi, je suis allé au bout d'un excès. Après, j'ai cédé 100% de la structure. Mais ce que je dis aux entrepreneurs, imaginez des entreprises désormais un peu créées sur ce modèle où nous, consommateurs, on est sûr que quand on achète un service ou un produit chez vous, l'argent sert à quelque chose de bien. Mettez la fondation actionnaire dans un coin de votre actionnariat. Créez de la transparence. Montrez-nous où va l'argent, etc., etc. C'est comme ça que vous allez avoir un échange tellement merveilleux avec les consommateurs que nous sommes. Vous allez échanger de la transparence et du partage contre un succès. Et donc, tu n'as pas gagné beaucoup d'argent? Non, j'ai bien gagné ma vie. Mais après, bon, récemment, c'est pareil. Enfin, j'essaie de pas trop faire étalage de ça, mais il y a une journaliste qui a dit on va regarder le patrimoine. Parce que peut-être que patrimoine de Nicolas Chabanne. Mais c'est pas forcément bien parce que. En fait, non, mais c'est intéressant ça va faire une contre-pub. Non, mais est-ce qu'on peut monter une entreprise à intérêt partagé, collectif Mais je suis très heureux. Je suis très heureux. Financièrement. Donc, j'ai titre personnel, pour être très transparent. Mais il ne faut pas que ça devienne de l'exhibition d'un système un peu excessif aussi, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai une maison en Ardèche qui vaut 80 000 €, qui est une petite maison que j'ai donnée à mes enfants. Et rien d'autre. Voilà. C'est-à-dire que... Et à Paris ? Je n'ai pas... Moi, c'est un appartement qu'on prend pour venir bosser, parce que moi, j'habite dans le sud de la France, dans le Ventoux, au pied du Ventoux. Mais pourquoi je dis ça ? Ça peut être un peu étonnant. Parce que ça veut dire que tu peux être, pendant 9 ans, tu gagnes ta vie, tu es heureux tous les jours, tu as des producteurs qui retrouvent le sourire à l'autre bout. C'est inimaginable de vivre ce qu'on vit tous les jours. Venez au bureau, passez 1 heure. Je crois que c'est l'endroit de Paris où on pleure le plus, mais pour des bonnes raisons, parce que c'est fabuleux de voir que ça change la vie des gens. On pense que c'est une belle aventure et tout le monde est en train de se dire comment on peut aller plus loin. Mais qu'est-ce que j'ai... Finalement, il me manque quoi ? Et récemment, je suis allé plus loin, je suis allé au MEDEF. Ils voulaient que je fasse une conférence. Alors, je me disais, bon, ça va être un peu étonnant, ce modèle un peu pas atypique, mais un peu contraire au système habituel. Et à la fin, j'ai dit, j'ai rappelé le mot de ma grand-mère, mais je crois que nos grand-mères disaient tout ça aussi, ou nos grands-pères. Ça sert à rien de finir... le plus riche du cimetière. Où est le bonheur après une vie de travail et tu es le plus riche du cimetière ? Quel est l'intérêt de ça ? Et j'ai dit au MEDEF, je dis pas qu'il faut tout donner, 100%, tout abandonner. Ça, c'est mon choix. Mais en revanche, 50% de la valeur, faites en sorte que ça serve à des choses utiles, que ça participe au bien commun. Et c'est pas juste parce que vous serez des gens bien, mais on va tous venir financer vos boîtes par nos achats. Il y a un deal en échange. Mais ils ont bien aimé. Il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit « J'allais céder ma boîte qui vaut quelques millions. Mon fils s'en désintéressait un peu. Vous m'avez convaincu, je vais faire une fondation actionnaire avec son accord. » Et son fils est dégoûté. Non, parce que lui, souvent, les entrepreneurs ont des enfants qui sont assez loin de leur histoire. C'est pas forcément vrai qu'il y ait une reprise. Donc, c'est une façon de les réassocier. Quand ton fils, qui t'a vu bosser, qui est un peu loin du truc, j'imagine un entrepreneur plus traditionnel, se dit « Waouh, je fais un choix fort avec mon père, on partage de la valeur ». C'est une autre relation aussi à ce qui lui est cédé. Voilà, donc j'espère que ça va se développer parce que de toute manière, il n'y a pas le choix. Si on ne fait pas des entreprises comme ça, la suite sera moins agréable pour tous. Et du coup, juste, si tu peux me répondre par un chiffre, vous êtes combien dans l'équipe ? 37 personnes. Et après, il y a des sociétaires. C'est quoi un sociétaire, rapidement ? Alors, il y a 37 personnes dans l'équipe. Un sociétaire, c'est un consommateur citoyen, un producteur, qui adhère à la coopérative. Tu payes 1 euro. Tout et n'importe qui, c'est un citoyen. Tout le monde, un citoyen. D'accord. De la France. Ouais, c'est ça. Oui, d'ailleurs. Non, on a des gens même de l'extérieur. D'accord. Donc, il y a un sociétaire qui me donne 1 euro, ou une sociétaire. Tu donnes 1 euro parce que c'est la loi qui le demande, et c'est 1 euro à vie. Et là,
Attends, j'ai pas compris. Alors, je suis Pénélope, je veux être sociétaire, c'est qui le patron? Tu vas sur Internet, oui. Tu vas sur devenir sociétaire. Okay. Là, on te dit, on est une coopérative de consommateurs, c'est la structure qui nous rassemble. On est 16 000, tu payes 1 euro en ligne, tu t'inscris, et là, tu deviens sociétaire, ça veut dire qu'on va t'envoyer toutes les infos, les demandes de consultation ou de vote quand il y en a. Bon, les amis, voilà stratégiquement ce qui se passe. Est-ce qu'on va là, à droite, est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on met en vert la brique ou en rouge? Alors, ça peut être ça, mais ça, c'est plus le questionnaire qui permet de le faire, mais ça peut être aussi, les producteurs nous disent qu'avec le Covid, c'est l'enfer. Ils gagnaient bien leur vie à 39 centimes et ils nous demandent de monter. Là, on est arrivé jusqu'à 54 centimes. Est-ce que vous, en tant que consommateur, vous validez le fait que si la brique de lait devient une brique de lait solidaire à ce prix-là, ça reste cohérent pour vous? Et donc, c'est des choix très forts qui ne sont pas réservés à une petit comité géré de l'équipe. Et c'est ce qui fait qu'on bénéficie de ce fameux bon sens collectif, ces réponses collectives. Et une fois que j'ai ça, tu reçois sans arrêt des informations qui te mettent acteur direct de l'histoire. Et quand tu arrives en rayon, tu dis bonjour, je suis sociétaire de la COP, je connais l'histoire, je connais les chiffres, je sais comment ça marche. Pourquoi vous mettez la brique de lait si haut là? Mettez-la plus bas là. Il faut qu'on puisse l'attraper facilement. Ça, mais attends, le mec qui est l'autre Candia qui est là, il a payé pour être là, non? Eh ouais, mais c'est une des magies. C'est la fameuse question que se posait le journaliste du Times qui est venu en disant mais vous n'avez pas de force de vente? Comment vous êtes dans autant de magasins à cette place-là? Puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive le lundi matin et qui dit pousser les produits, les fameux commerciaux. Eh bien, il y a quelqu'un qui vient, qui est client de ton magasin ou cliente, qui te dit cette brique-là, je suis allé voir le producteur, je sais qu'il gagne sa vie, ne l'enlevez jamais, vraiment. Et si vous la mettez ou si vous la laissez, je vais dire à tous les gens autour de moi qu'il faut venir chez vous. Ça, elle le dit au mec qui met en rayon. Elle le dit pas au boss du Non, elle le dit au directeur. Il y a une dame qui m'a dit moi j'ai convoqué le directeur du magasin. J'étais un peu excessif, mais c'est ça. Rendons-nous compte qu'il n'y a pas un centime dans ce magasin, un chariot, une roue de chariot, qui n'est pas financée par le fait qu'on vienne amener de l'argent. On a un petit mot à dire. Mais Candia, il a payé pour être à la bonne place. C'est en train d'évoluer, certainement. J'ai pas les coulisses de ça. Je vous assure, je me suis pas posé la question. On vous dit pas, paye pour être au milieu. Mais non, pas du tout. Et c'est pas du tout. Enfin, je dis oui parce que on nous le dit pas, mais on nous dit un truc plus incroyable encore. On nous dit bonjour, c'est Carrefour. On a décidé, comme on est partenaire de la démarche et qu'on veut l'aider et on veut aider les producteurs, on va vous donner toute une entrée de magasin. Ce que les marques rêveraient d'avoir, sans doute avec des deals, des paiements, des bons. Eh bien, on leur a dit merci beaucoup. Mais ils ont raison. Parce que, pourquoi le magasin, il sait qu'il donne une place, pas qu'il va faire que le chiffre d'affaires va exploser, que Nicolas Chaban, il va acheter un nouveau truc. Il donne de la place à des valeurs, à du soutien aux producteurs. Le directeur s'est dit, waouh, si on n'a pas de producteurs près de chez nous, on n'aura plus de produits, notamment français, ou même de producteurs pour nous nourrir. Enfin, toute cette équation, elle n'appartenait pas à un petit groupe de gens qui, dans leur coin, pensaient que c'était bien d'aider les producteurs. Et qu'est-ce qu'ils disent à Nestlé et Danone? On les a vus tout le temps. Hein. J'en ai vu un récemment là, qui est parti de chez Danone. Mais Nestlé et Danone, au début, ils sont venus nous voir. Danone nous a dit c'est génial, incroyable. On pourrait faire un yaourt ensemble. Nous, on est des consommateurs. Hein. On n'est pas en train de se dire c'est un concurrent. On se dit, c'est un levier fabuleux. S'il se met à mieux payer les producteurs, notre mission ira 100 fois plus vite de solidarité. Voilà. Donc, OK, on l'a dit à tout le monde. Hein. Toutes les marques, on leur a dit. Moi, j'ai passé des heures et des heures, je dirais pas les marques, à essayer de dire à des marques, faites un produit solidaire. Ça va marcher. Faites-le en transparence. Faites-le comme ça. Je donnais les clés de la réussite de notre aventure, mais avec bonheur, puisque tout le monde voulait que les producteurs, chez eux, gagnent leur vie. Et Danone fait son histoire, on arrive, le yaourt émerge. Et là, on est à deux doigts de mettre dans des yaourts de chez Danone du lait, c'est qui le patron, solidaire. Ça veut dire du lait de leurs producteurs. Hein. Eux, les producteurs, gagnent leur vie. Et là, usual suspect, Kaiser Soze. Il y a une espèce de... On ne sait pas, ça bloque. Mais qui bloque en fait? Pourquoi vous avez bloqué à la fin? On ne sait pas trop. Il y a une espèce de blocage par défaut. Des consommateurs qui viendraient dire aux gens du marketing comment faire, la communication. Ils ont pris un coup d'angoisse.
Ils l'ont pas fait. Bon, sans doute, c'est un grand bien, puisque nous, on a fait nos yaourts, et les yaourts, ils sont récemment passés devant, en vente hebdomadaire par semaine, ils sont passés devant la laitière. Ce qui est fou, quoi. Ouais, c'est-à-dire que... Donc, on n'a pas besoin, nous, consommateurs, d'autre chose que de transparence, de savoir où va l'argent, et de l'assurance que le producteur gagne sa vie. On voit bien que le lait, carton absolu, les 2 beurres bio sont les 2 beurres bio les plus vendus de France, hors MDD, les beurres bio, c'est qui le patron. Les œufs, 3e, face à des marques qui sont là depuis des années. Les yaourts, 2e. C'est pas des podiums, c'est des hurlements de joie, de bonheur, parce que tu sais qu'à l'autre bout, les producteurs, il se passe des trucs incroyables. Récemment, j'ai vu passer un truc là au bureau, incroyable. Ça y est, grosse augmentation sur la part des producteurs qui amènent le lait dans le fromage blanc. Waouh, donc là, tu dis, c'est ça en fait. Et est-ce que le lait, il est meilleur ? Pas du tout, ça n'a rien à voir ? Pour moi, un lait reste quand même assez proche d'un autre lait. Il n'y a pas de grande différence. Mais il y a quand même du trèfle, de la luzerne, 3 à 6 mois de pâturage. L'alimentation est un peu différente. Et puis après, il y a aussi ce bon goût de savoir en consommant ton lait, ton jus de pomme, qu'à l'autre bout le producteur est évident. Mais vraiment, je t'assure. Oui, mais bon. Tu m'inquiètes parce qu'on dirait que... Non, mais ça, c'est pas vrai que c'est pas meilleur. Enfin, c'est OK, spirituellement. C'est psychologiquement. Psychologiquement, bien sûr. Moi, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Quand tu as vu le témoignage de 2 des producteurs qui amènent leur lait dans ce yaourt, Régis et son papa, où la ferme allait s'arrêter parce que le papa, il s'en sortait pas. Ils ont l'opportunité de faire le lait du yaourt, c'est qui le patron. Oh, le fils revient. Si ça rend pas meilleur... Non, mais qu'on préfère acheter ça, évidemment. Enfin, après ça, on se dit pourquoi est-ce qu'on achète du Candia, évidemment. Voilà. Et puis par l'inverse, c'était génial. Je ne vais pas me faire des amis, mais quelles sont les raisons qui nous font acheter un yaourt, je ne vais pas reciter, d'une grande marque. Non, mais demande-toi, pourquoi j'achète le yaourt la marque. de la très grande marque machin? Le marketing. Mais parce que tu as vu une pub à la télé, enfin, c'est pas des bonnes raisons. Quand tu sais qu'en l'achetant, il y a des vies de producteurs qui sont sauvées, tu as une vraie raison. Et le monde d'aujourd'hui, il te plaît ? Alors, le monde d'aujourd'hui, il est absolument angoissant et j'ai les mêmes angoisses un peu secrètes. Ce truc-là, tu ne sais pas pourquoi, tu es moins bien, tu t'angoisses très secrètement et puis tu vois quand même que des trucs angoissants. Bon, ça, je ne suis pas, moi, étranger à ça. Mais j'ai dans un coin la sensation tellement belle et rassurante qu'il y a une solution. Il y a une solution. C'est-à-dire que dans ce moment d'angoisse où tu as l'impression que le paquebot, tu as le volant qui ne tourne plus, tu as 8000 personnes à qui on a confié nos sorts, les grandes marques, les politiques, 8000 personnes dans le monde. Tu as 8 milliards de personnes avec du bon sens de la bienveillance qui disent « Attendez, on va où là ? Qu'est-ce qui se passe ?» Créer un parti politique, essayer d'arriver au pouvoir, c'est impossible et trop long, mais il y a plus court pour aller changer le monde, nos actes d'achat. Il y a 9 ans, on aurait dit ça, on aurait dit « Ouais, vous savez, si ça n'existe pas, c'est que ça ne doit pas exister. » On en a la preuve. C'est qui le patron, c'est la preuve que quand on fait les choses ainsi, avec de la bienveillance, du bon sens, de la transparence, on est absolument inarrêtable. Et en plus, on peut le faire sans aller dans la rue, sans s'énerver, sans passer des heures et des heures à discuter. Moi, c'est ce que je me dis de plus en plus souvent. On essaie de jamais se rapprocher. À chaque fois qu'un homme politique vient voir c'est qui le patron pour essayer parfois de récupérer, on dit non. On est 15 millions de gens, tout le monde s'entend bien autour d'un sujet clair, venez pas à l'intérieur du système. Mais il faut se rendre compte quand même qu'il y a des milliers d'heures, des millions d'heures dont on est spectateur, nous, citoyens, ils se parlent pendant des heures. Je te dis un truc, je te réponds un truc, je te dis un autre truc, je te dis un autre truc. C'est ça. Et à un moment donné, tu dis, mais attends, à quel moment vous passez à l'action, en fait ? Ça, c'est les millions d'heures du spectacle, depuis 40 ans, de ce qu'on appelle le monde politique. Et là, tu as des consos qui disent, bon, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Ils font des produits qui changent la vie concrètement de producteurs qui eux-mêmes vont pouvoir continuer de nous nourrir dans les années à venir. Et bah, tu te dis finalement, on est pas mal entre nous à faire des choses simples, justes et durables. Voilà ce qui me redonne plus que de l'espoir. Je sais aujourd'hui qu'on va tous sortir positivement par ce chemin-là. Donc, tu es positif sur l'avenir. Totalement. Enfin, je ne dis pas que j'ai pas d'inquiétude et que c'est pas effrayant. Quand tu goûtes à ça, et venez dans la coopérative, devenez sociétaire,
Tu arrives dans un magasin, à petite échelle, tu dis bonjour, je voudrais des cerises solidaires parce que j'ai appris que les producteurs arrachaient leurs arbres. Ah bon, mais moi j'en ai pas des cerises comme ça. Vous pouvez les mettre en rayon? Ça s'appelle C'est qui le patron? Bah ok, je vais regarder. 2 jours après, on a la vidéo, le couple reçoit, suite à votre demande, sachez qu'arrivera dans 2 jours, dans le rayon, des cerises solidaires. C'est qui le patron? Le magasin ne connaissait pas, et là d'un seul coup, tu sais que le fameux producteur qui a arraché ses arbres, il va pouvoir les transmettre à son fils. Tu as un pouvoir phénoménal quand même, finalement. Oui. Voilà. On a tous un pouvoir phénoménal. C'est puissant. Et voilà, donc il faut patiemment, il ne faut pas s'engueuler avec personne. Nous, on essaie d'être tout le temps positif. Vous ne nous entendez pas dire du mal des grandes marques, mais il faudrait qu'elles transforment un tout petit peu le partage de valeur. Voilà, ce serait pas mal. Et donc, toi, dans ton frigo, tu n'as que du C'est qui le patron? Non. Ah. Ça me montre la zone de progrès énorme, puisque moi, j'habite près du Mont Ventoux. Il n'y a pas de C'est qui le patron dans les environs, quoi. Non, mais dans le magasin, C'est qui le patron est né au pied du Ventoux. Il y a un magasin Leclerc. Il n'a jamais eu de produit C'est qui le patron. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu vas pas aller le voir? Non, j'irai le voir. Je ne veux pas le faire là, par le biais comme ça. Non, mais tu vas pas le voir. Si, je lui ai dit, mais pourquoi alors que tout est né ici vous n'avez pas cette... C'est quand même hyper rare, en fait, que quelqu'un n'ait même pas le lait, quoi. Et ben, il y a une espèce de réaction, je ne sais pas comment ça marche. Bon. Donc, chez moi, il y a... Bizarrement, autour de chez moi, là, au pied du Ventoux, il n'y a pas énormément de produits. J'ai vu qu'il y avait maintenant des magasins U qui en avaient un peu plus. Il y a Auchan, Le Pontet, qui lui a toujours eu des produits. Intermarché aussi, doit y en avoir quelques-uns, mais pas tant que ça. Le nombre de magasins qui n'ont pas les produits ou un seul, il y en a énormément. Donc, on est tous ensemble premiers dans ces classements, ce qui est fou et qui marque quand même une dimension, c'est un phénomène social. Et il y a encore un magasin sur 2 qui n'a pas un seul produit. Donc, il y a une marge de progression. S'il fallait convaincre les derniers réticents, réfractaires, être premier, sans force de vente, sans grande campagne de pub à la télé, en étant dans à peine pour les gros produits un magasin sur 2, ça te montre... Mais personne ne dit le contraire, si. Si, on essaie de les convaincre. C'est les derniers magasins qui... mais ça y est, c'est en train de bouger. Se disent... on m'appelle Monsieur 5%. Ouais, mais lui, il fait de la com... il passe dans les médias, crée en fait de la communication sur une bonne idée. Moi, je suis un patron de magasin. J'ai pas envie que mes consommateurs forcément me dictent tout. Voilà. Parce qu'ils pensent que c'est pas forcément vrai. Ah oui, les derniers magasins qui n'ont pas, c'est ceux qui se sont pas rendus compte que c'est une vraie démarche de consommateurs. Et que à la fin de l'année, ce qui gagne est ramené vers les producteurs. Il n'y a pas de tour de magie. Il n'y a pas un loup quelque part. Et quand ils découvrent ça, alors il y en a beaucoup qui ont basculé en n'étant pas d'accord, là ils deviennent absolument et sincèrement Super U, on a mis du temps. Dominique Schleicher est en train de bouger, et là ça s'accélère, et il a fallu 8 ans, parce que peut-être qu'ils avaient un peu comme ça le besoin de savoir ou d'en savoir plus. Donc nous, on passe beaucoup de temps à renseigner sur la structure, et merci de nous aider à le faire, ce qu'il y a derrière, comment ça marche, comment ça fonctionne, et où on va tous ensemble. Alors, pour terminer, Nicolas, c'est qui le patron? Alors, le patron... En un mot. C'est le consommateur. Le patron, c'est nous tous absolument consommateurs. On est patron de ce monde économique. Ne l'oublions jamais. Il n'y a pas un stylo au 28e étage de la plus grande marque du monde qui n'a pas été financé par un consommateur, qui n'avait pas forcément beaucoup d'argent, mais qui a fait en sorte que ça existe. Donc, on est consommateur on est patron de ce monde économique. Et bonne nouvelle, le monde économique, c'est le patron du monde politique. Donc, il y a peut-être un chemin... donc, le consommateur a le pouvoir. Très nombreux, pouvoir absolu. Nous, consommateurs, on a le pouvoir de changer nos vies. Faisons-le à travers une démarche comme celle-là, mais repérer d'autres démarches qui le permettent. Et ne nous privons pas de ce bonheur infini de reprendre le volant de nos vies, à travers nos actes d'achat. C'est Nicolas. Bon, ça c'est génial, c'est une super idée, ça.